Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de L'appel de la forêt de Jack London. Je vais commencer le 4e chapitre qui s'intitule Le vainqueur assure sa domination. Et voilà, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Qu'est-ce que je disais ? J'avais raison en soutenant que ce Buck valait 2 démons. Telles furent les paroles de François le lendemain matin quand il découvrit que Spitz manquait à l'appel et que Buck était couvert de blessures. Il le conduisit devant le feu et les détailla. « Et ce Spitz s'est battu comme un diable », dit Perrault en examinant les déchirures et les coupures béantes. « Et ce Buck, comme 2 diables », répondit François. « Maintenant, on va pouvoir foncer. Plus de Spitz, plus d'ennui, certain. » Pendant que Perrault emballait le matériel de campement et chargeait le traîneau, le conducteur se mit à harnacher les chiens. Buck trotta jusqu'en tête à la place qu'aurait occupée Spitz. Mais François, sans y faire attention, mena Sollex à la position qu'il convoitait. À son avis, Sollex était le meilleur chef de file qui leur restait. Buck se jeta sur son camarade avec fureur, le ramena en arrière et se mit à sa place. « Hé hé !» s'écria François, en se donnant joyeusement une claque sur les cuisses. « Regarde ce Buck. Il tue ce Spitz, il croit qu'il va faire son boulot. Va-t'en, file !» cria-t-il, mais Buck refusa de bouger. Il saisit Buck par la peau du cou, et malgré ses grondements menaçants, il le tira sur un côté et le remplaça de nouveau par Sollex. Le vieux chien n'apprécia pas et montra clairement qu'il avait peur de Buck. François resta inflexible, mais dès qu'il eut le dos tourné, Buck écarta de nouveau Sollex, qui ne manifesta aucune réticence à s'en aller. François se mit en colère. « Maintenant, bon Dieu, je te règle ton compte !» s'écria-t-il, en revenant avec un lourd gourdin à la main. Buck se rappela l'homme au gilet rouge et battit lentement en retraite. Il n'essaya pas non plus de charger quand Sollex fut une fois encore placé à l'avant. Mais il tournait de façon à demeurer juste hors de portée du gourdin, en grondant d'amertume et de rage, et tandis qu'il tournait ainsi, il regardait le gourdin pour esquiver le coup si François le lançait, car il était devenu un sage en la matière. Le conducteur vaqua à son travail et il appela Buck quand il fut prêt à l'installer à son ancien poste, devant Dave. Buck recula de 2 ou 3 pas. François le suivit, sur quoi il recula de nouveau. Ce manège dura un certain temps. François jeta son gourdin, croyant que Buck craignait une raclée. Mais il était plutôt en révolte ouverte. Ce qu'il voulait, ce n'était pas échapper à un coup de gourdin, mais avoir la direction des opérations. Elle lui revenait de droit. Il avait gagné, et il ne serait pas satisfait à moins. Perrault tenta de prêter main forte. À eux deux, ils lui coururent après pendant une petite heure. Ils lui jetaient des gourdins, il esquivait, il le maudissait, et aussi ses pères et mères avant lui, et toute sa descendance à venir jusqu'à la dernière génération. Et chaque poil de son corps et chaque goutte de sang dans ses veines lui répondait à leur malédiction par des grondements et se tenait hors d'atteinte. Il n'essayait pas de s'enfuir, mais tournait tout autour du camp. Il voulait simplement montrer que quand on aurait satisfait son désir, il reviendrait et se comporterait bien. François s'assit et se gratta la tête. Perrault regarda sa montre et jura. Le temps s'écoulait et ils auraient dû être sur la piste depuis 1 heure. François, de nouveau, se gratta la tête. Hochant le chef, il sourit d'un air penaud au porteur des messages, qui haussa les épaules pour indiquer qu'ils étaient battus. Alors François se dirigea vers l'endroit où se tenait Sollex et fit appel à Buck.
Celui-ci se mit à rire, comme rient les chiens, mais garda ses distances. François détacha les traits de Sollex et le ramena à son ancienne position. L'attelage harnaché au traîneau formait une ligne continue, prêt pour la piste. Il n'y avait de place pour Buck qu'à l'avant. Une fois de plus, François appela, et une fois de plus, Buck ricana, mais n'approcha pas. « Jette le gourdin », ordonna Perrault. François obéit, sur quoi Buck arriva entre-temps, avec un rire de triomphe et gagna sa place à la tête de l'attelage. On lui attacha ses traits. Le traîneau s'élança et avec les deux hommes qui couraient, ils se précipitèrent sur la piste de la rivière. Le conducteur du traîneau avait déjà une haute estime de Buck, avec ses deux démons. Mais il découvrit dès le début de la journée qu'il l'avait encore sous-estimé. Instantanément, Buck assuma les devoirs du chef, dans les situations qui exigeaient du jugement et de la rapidité dans la pensée et l'action. Il se montra même supérieur à Spitz, dont François n'avait jamais vu l'égal. Mais où Buck excellait, c'était pour imposer sa loi et obtenir de ses camarades qu'ils fussent à la hauteur. Le changement de chef ne dérangea pas Dave et Sollex. C'était pas leur affaire. Leur affaire à eux, c'était de trimer dans les traits, de trimer avec vigueur. Pourvu qu'on n'entravât pas leur travail, ils ne se souciaient pas de ce qui se passait. Billy la bonne patte aurait pu être mis en tête. Il s'en serait moqué s'il avait maintenu l'ordre. Le reste de l'équipe, cependant, était devenu de plus en plus indiscipliné pendant les derniers jours de Spitz. Et maintenant, grande était leur surprise de voir Buck entreprendre de les mettre au pas. Pike, qui tirait sur ses talons et qui ne faisait jamais l'effort d'appuyer un peu plus contre la bricole, qu'il n'y était forcé, fut rudoyé pour sa fainéantise de manière rapide et répétée. Et avant la fin du premier jour, il tirait mieux qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Le premier soir au camp, Joe le hargneux reçut une bonne correction, chose que Spitz n'avait jamais réussi à faire. Buck s'installa simplement au-dessus de lui, l'écrasa de son poids supérieur et le lacéra jusqu'au moment où il cessa d'essayer de mordre et se mit à implorer grâce en gémissant. La tenue générale de l'attelage s'améliora immédiatement. Il retrouva sa solidarité première et une fois de plus, les chiens bondirent dans les traits comme un seul animal. Au Rhin-Krapitz, deux huskies indigènes, Tic et Kuna, s'ajoutèrent à l'équipe et la célérité avec laquelle Buck les dressa coupa le souffle à François. « Jamais vu un chien comme ce Buck !» s'écria-t-il. « Non, jamais. Il vaut 1000 $, bon Dieu. Hein, qu'est-ce t'en dis, Perrault ?» Et Perrault approuva. Il était maintenant en avance sur le record et gagnait du temps jour après jour. La piste était en excellent état, dure et bien tassée. Et il n'y avait pas de neige fraîche pour gêner la progression. Il ne faisait pas trop froid. La température était à 50 au-dessous de zéro et s'y maintint pendant tout le voyage. Les hommes montaient sur le traîneau, courant à tour de rôle, et l'on tenait les chiens en haleine, avec seulement de rares arrêts. La rivière Sorty Mile était maintenant couverte de glace et ils firent en un seul jour, au retour, ce qui leur en avait pris 10 à l'aller. D'une seule traite, ils réussirent un bond de 60 miles depuis le bord du lac Le Barge jusqu'au rapide de White Horse, en traversant Marsh, Tagish et Bennett, 70 miles de lac. Ils volèrent si vite que l'homme dont c'était le tour de courir se fit tirer derrière le chariot au bout d'une corde. Et la dernière nuit de la seconde semaine, ils grimpèrent White Pass et dévalèrent la pente conduisant à la mer, avec les lumières de Skagway
et des navires à leurs pieds. Ce fut un parcours en un temps record. Chaque jour, 2 semaines durant, ils avaient atteint une moyenne de 40 miles. Pendant 3 jours, Perrault et François bombèrent le torse en parcourant dans les 2 sens la rue principale de Skagway et furent submergés d'invitations à boire, tandis que l'attelage était le centre d'intérêt permanent d'une foule respectueuse d'amateurs de chiens et de conducteurs de traîneaux. Puis 3 ou 4 mauvais garçons de l'Ouest se mirent en tête de plumer la ville, se retrouvèrent pour leur peine criblés de balles, de vrais poivriers, et l'intérêt du public se détourna vers d'autres idoles. Ensuite vinrent des ordres officiels. François appela Buck auprès de lui, l'entoura de ses bras en pleurant, et s'en fut terminé avec François et Perrault. Comme d'autres hommes, ils disparurent définitivement de la vie de Buck. Un métis écossais les prit en charge, lui et ses camarades. Et en compagnie d'une douzaine d'autres attelages, il repartit sur la piste épuisante de Dawson. Maintenant, ce n'était plus de la course légère ni des temps records, mais une rude tâche quotidienne avec un lourd fardeau à l'arrière, car c'était le convoi postal chargé d'apporter des messages du monde entier aux hommes qui cherchaient de l'or dans l'obscurité du pôle. Buck n'aimait pas ce travail, mais il tenait bien le coup. Il y mettait son orgueil à la manière de Dave et de Sol Lakes et veillait à ce que ses camarades, qu'ils en fussent fiers ou non, y prissent royalement leur part. C'était une vie monotone qui fonctionnait avec une régularité de machine. Un jour ressemblait énormément à un autre. À une certaine heure chaque matin, les cuisiniers apparaissaient, on allumait des feux, on prenait le petit déjeuner. Puis, pendant que certains levaient le camp, d'autres harnachaient les chiens. Et on se mettait en route 1 heure environ avant la disparition des ténèbres qui annonçait l'aube. Le soir, on établissait un nouveau camp. Certains dressaient les tentes, d'autres coupaient du bois pour le feu et des branches de pin pour les lits. D'autres encore apportaient de l'eau ou de la glace pour les cuisiniers. Et puis on nourrissait les chiens. Pour eux, c'était le seul temps fort de la journée. Mais ils appréciaient aussi, après avoir mangé le poisson, de traîner un peu, à peu près 1 heure avec les autres chiens, qui étaient un peu plus d'1 centaine. Il y avait des battants féroces parmi eux, mais 3 bagarres avec les plus farouches avaient assuré la domination de Buck, si bien qu'il se détournait de son chemin quand il se hérissait et montrait les dents. Ce qu'il aimait peut-être le plus, c'était rester allongé près du feu. Patte arrière repliée sous son corps, patte avant allongée, tête dressée, en clignant rêveusement des yeux face aux flammes. Parfois, il pensait à la grande maison du juge Miller dans la vallée ensoleillée de Santa Clara, à la citerne en ciment qui servait de piscine, à Isabelle, la chienne mexicaine sans poil, et à Toots, le carlin japonais. Mais il se rappelait encore plus souvent l'homme au gilet rouge. La mort de Curly, le grand combat avec Spitz, et les bonnes choses qu'il avait mangées et qu'il aurait aimé manger. Il n'avait pas le mal du pays. La terre du soleil était maintenant très vague et très lointaine, et de tels souvenirs n'avaient aucun pouvoir sur lui. Bien plus puissants étaient les souvenirs héréditaires, qui donnaient à des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant une apparence familière. Les instincts, qui n'étaient autres que les souvenirs de ses ancêtres transformés en habitudes, disparus récemment ou à des époques encore plus lointaines, se ranimaient à présent en lui et revenaient à la vie. Parfois, alors qu'il restait là, accroupi, à cligner rêveusement des yeux face aux flammes, il lui semblait que ces flammes appartenaient à un autre feu, et qu'accroupi près de cet autre feu, il voyait devant lui un autre homme, différent du cuisinier métis. Cet homme avait des jambes plus courtes, des bras plus longs, des muscles filiformes et noueux plutôt qu'arrondis et saillants. Sa chevelure était longue et emmêlée,
Et juste au-dessous d'elle, sa tête formait une ligne oblique, partant des yeux. Il émettait des sons bizarres, il semblait avoir très peur des ténèbres, qu'il scrutait sans arrêt. En serrant fort dans sa main, qui pendait à mi-hauteur entre son genou et son pied, un bâton avec une lourde pierre attachée à son extrémité, il était presque nu. Avec une peau de bête en loques et roussie par le feu, qui lui couvrait seulement une partie du dos. Mais sur son corps, il y avait beaucoup de poils. À certains endroits sur la poitrine, les épaules, l'extérieur des bras et des cuisses, il formait presque une épaisse fourrure. Il ne se tenait pas dressé, mais son tronc s'inclinait en avant à partir des hanches, sur des jambes arquées au niveau des genoux. Il y avait dans son corps une souplesse ou une élasticité particulière, presque féline, et un état d'extrême vigilance, comme s'il avait dans la crainte perpétuelle de ce qu'il voyait ou ne pouvait voir. D'autres fois, cet homme velu était accroupi près du feu, la tête entre les jambes, et il dormait. Dans ces moments-là, ses coudes reposaient sur ses genoux, ses mains se serraient au-dessus de sa tête, comme s'il voulait se protéger de la pluie avec ses bras poilus. Et au-delà de ce feu, dans l'obscurité qui l'entourait, Buck pouvait voir de nombreuses braises étincelantes, deux par deux, toujours deux par deux. Il savait que c'étaient les yeux des grandes bêtes de proie. Il pouvait entendre le fracas de leur corps dans les sous-bois et les bruits qu'elles faisaient dans la nuit. Et tandis qu'il rêvait là, sur la rive du Yukon, en clignant paressement des yeux en direction du feu, ces bruits et ces images d'un autre monde amenaient son poil à se hérisser le long du dos et à se dresser entre ses épaules jusqu'au cou. Il en arrivait à pousser à voix basse et étouffer des gémissements, ou à grogner doucement. Et alors, le cuisinier métis lui criait « Hé, Buck, réveille-toi !» Sur quoi l'autre monde s'évanouissait. Le monde réel revenait dans ses yeux et il se redressait, bâillait et s'étirait comme s'il avait dormi. Ce fut un rude voyage, avec le courrier à tirer derrière eux, la dureté du travail qui les épuisait. Ils étaient amaigris et peu en forme quand ils atteignirent Dawson. Et ils auraient dû prendre au moins 10 jours ou une semaine de repos. Mais 2 jours après, ils repartaient des baraques et dévalaient la rive du Yukon, chargés de lettres pour le monde extérieur. Les chiens étaient fatigués, les conducteurs grognons, et pour comble d'infortune, il neigeait tous les jours. Cela voulait dire une piste molle, davantage de résistance pour les patins et une charge plus difficile à traîner pour les chiens. Pourtant, les conducteurs se comportaient loyalement dans toutes ces épreuves et faisaient de leur mieux pour les bêtes. Chaque soir, on s'occupait d'abord des chiens. Ils mangeaient avant les conducteurs et aucun homme ne cherchait son sac de couchage avant d'avoir pris soin des pattes des animaux qu'ils conduisaient. Leur force faiblissait malgré tout. Depuis le début de l'hiver, ils avaient parcouru 1800 miles en tirant des traîneaux sur toute cette épuisante distance. Et 1800 miles se font sentir sur les plus robustes. Buck le supportait, veillait au travail de ses camarades et maintenait la discipline. Mais lui aussi était très fatigué. Toutes les nuits, Billy pleurait et geignait régulièrement dans son sommeil. Joe était plus hargneux que jamais et il était impossible d'approcher Sol Lex de son côté aveugle comme de l'autre. Mais c'était Dave qui souffrait le plus. Quelque chose n'allait pas chez lui. Il devenait plus morose et plus irritable, et dès qu'on établissait le camp, il creusait son trou, où son conducteur lui apportait à manger. Une fois qu'on lui avait ôté le harnais, il se couchait et ne se remettait sur ses pattes qu'au matin, lorsqu'on le harnachait de nouveau. Parfois, dans les traits, quand un arrêt soudain du traîneau le secouait, ou dans l'effort du démarrage, il criait de douleur. Son conducteur l'examina sans rien trouver.
Tous les conducteurs s'intéressèrent à son cas. Ils en parlaient au moment du repas et en fumant leur dernière pipe avant d'aller se coucher. Un soir, ils tinrent consultation. On l'emmena de son abri auprès du feu. On palpa son corps, on lui donna de petits coups jusqu'à le faire crier à plusieurs reprises. Quelque chose n'allait pas à l'intérieur, mais ils ne purent trouver aucun os cassé, ni rien y comprendre. Au moment où l'on atteignit Cassiar-Bar, il était si faible qu'il tombait régulièrement dans les traits. Le métis écossais ordonna une halte et le sortit de l'attelage, puis attacha au traîneau le chien suivant, Sol-Leks. Son intention était de laisser Dave se reposer, en lui permettant de courir librement derrière le traîneau, mais Dave avait beau être malade, il acceptait très mal d'être mis à l'écart. Il grogna et gronda pendant qu'on détachait ses traits, et il gémit à fendre l'âme quand il vit Sol-Leks à la place qu'il avait occupée en bon service pendant si longtemps. Car il avait l'orgueil du trait et de la piste, et même mortellement malade, il ne pouvait supporter qu'un autre chien fît son travail. Quand le traîneau repartit, il avança péniblement dans la neige fraîche, le long de la piste battue, mais il attaquait Sol-Leks avec les dents, se ruait contre lui et essayait de le pousser de l'autre côté en s'acharnant à bondir dans ses traits et à se glisser entre lui et le traîneau. Et pendant tout ce temps, il gémissait, jappait et pleurait de chagrin et de douleur. Le métis tentait de l'écarter à coups de fouet, mais le chien ne tenait aucun compte de la lanière cinglante, et l'homme n'avait pas le cœur à frapper plus fort. Dave refusait de courir tranquillement sur la piste, derrière le traîneau où la marche était facile. Il préférait continuer à patauger du côté dans la neige molle, où il était très difficile d'avancer de sorte qu'il s'épuisait. Alors il tomba et resta étendu sur place quand la longue file de traîneaux le dépassa. Il poussa des hurlements lugubres. En rassemblant le peu de force qui lui restait, il réussit à se maintenir tant bien que mal à l'arrière, jusqu'au moment où la file fit un nouvel arrêt. Alors il dépassa les traîneaux en titubant jusqu'au sien. Et il s'arrêta à côté de Sol-Leks. Son conducteur s'attarda un instant à demander du feu pour sa pipe à l'homme qui le suivait. Puis il revint et fit démarrer ses chiens. Ils attaquèrent la piste presque sans effort, tournèrent la tête avec inquiétude et s'arrêtèrent tout surpris. Surpris, le conducteur l'était aussi. Le traîneau n'avait pas bougé. Il appela ses camarades pour constater les faits. Dave avait totalement rangé les deux traits de Sol-Leks et se tenait exactement devant le traîneau à sa place habituelle. Il implorait des yeux le droit de rester là. Le conducteur était perplexe. Ses camarades dirent qu'un chien pouvait avoir le cœur brisé si on lui refusait le travail qui le tuait, et rappelèrent des exemples qu'ils avaient connus où certains devenus trop vieux pour ce labeur ou bien blessés étaient morts parce qu'on les avait privés des traits. En outre, ils plaidèrent pour la pitié. Puisque Dave devait mourir de toute façon, qu'on le laisse du moins mourir dans les traits, le cœur serein et satisfait. On le harnacha donc de nouveau, et fièrement, il tira, comme au bon vieux temps. Mais plus d'une fois, la morsure de son mal interne lui fit pousser des cris involontaires. À plusieurs reprises, il tomba et fut emporté dans les traits. Une fois, le traîneau lui passa même sur le corps, si bien qu'ensuite il boita sur une de ses pattes arrière. Mais il tint le coup jusqu'à l'heure où on dressa le camp. Alors, son conducteur lui fit une place près du feu. Le matin, on constata qu'il était trop faible pour continuer. Au moment du harnachement, il essaya de ramper jusqu'à son conducteur avec des efforts convulsifs et se mit sur ses pattes, tituba et tomba. Alors il rampa lentement, à plat ventre, jusqu'à l'endroit où l'on mettait les harnais à ses camarades. Il lançait ses pattes avant et redressait son corps dans une espèce de mouvement saccadé. Puis il recommençait et progressait de nouveau en un soubresaut de quelques pouces supplémentaires. Mais ses forces l'abandonnèrent, et la dernière vision que ses camarades l'emportèrent de lui fut celle d'un chien suffocant dans la neige et aspirant désespérément à les rejoindre. Et ils purent l'entendre hurler, lugubrement jusqu'au moment où ils le perdirent de vue, derrière un rideau d'arbres bordant la rivière. Alors on arrêta la file. Le métis écossais fit lentement demi-tour jusqu'au camp qu'ils avaient abandonné. Les hommes cessèrent de parler.
Un coup de revolver retentit. L'homme revint précipitamment. Les fouets claquèrent, les clochettes tintèrent joyeusement. Les traîneaux s'élancèrent sur la piste dans un nuage de neige, mais Buck savait, comme tous les autres chiens, ce qui s'était passé derrière le rideau d'arbres de la rivière. Et c'est la fin de ce chapitre 4. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.